Voilà, alors on démarre, on a à peu près une heure, on va se donner un petit moment pour l'échange, pour poser des questions. Mais je voulais vous dire tout de suite que cette rencontre magnifique et culturelle et juive, elle ne va pas concerner les tristes conflits, n'est-ce pas, qui opposent l'Arménie, nos amis arméniens et nos amis azéris. Ce n'est pas le sujet. Et je voulais qu'on reste concentré sur ce magnifique patrimoine juif au pluriel qui existe en Éthiopie. Alors, on a vu Yoav, Yoav Rossano, qui est chargé du patrimoine culturel en Alsace, exactement dans les baraques, qui travaille pour les consistoires, et qui a au fond d'écran l'image magnifique qui nous vient de Krasnaya Sloboda, qui est un vrai shtetl des Juifs de montagne. Je vais développer ce chapitre à la fin parce qu'il s'agit d'un phénomène incroyable dans le monde juif. Alors, Yoav, est-ce qu'on peut passer aux cartes? Comme ça, je vais introduire notre sujet Voilà. géographiquement. Vous voyez ici la carte politique de l'Europe et à la limite entre l'Europe l'Asie se trouve trois pays issus de l'Union soviétique et issus des luttes, je dirais, des siècles, n'est-ce pas, entre les trois empires, les luttes qui d'ailleurs continuent jusqu'à présent sous formes différentes, entre l'Empire perse, entre la Turquie ottomane, qui est la Turquie d'Erdogan aujourd'hui, et la Russie tsariste, qui est aujourd'hui la Russie de Vladimirovitch. Alors, je voulais vous dire que ces trois pays se situent à la frontière, un tout petit peu comme Israël, entre l'Europe et l'Asie, et Azerbaïdjan donne sur la mer Caspienne qui s'appelle, voilà déjà une piste de réflexion qui s'appelle en langue turque au pluriel Khazar Deniz, la mer de Khazar. Alors voilà, passons à l'image suivante. Merci, merci. On voit un tout petit peu mieux la topographie azerbaïdjanaise. Vous voyez qu'il s'agit d'un pays de la montagne, mais pas seulement parce qu'il y a une sorte d'une vallée qui est immense, n'est-ce pas? On est dans un pays aujourd'hui qui fait quatre fois Israël, qui fait 80 000 kilomètres. C'est un pays qui a la surface de la Suisse, mais malheureusement pas la chance d'avoir les mêmes voisins que la Suisse. Alors vous voyez la montagne qu'on appelle au nord le Haut-Caucase et en bas le Caucase moyen ou bas Caucase. Alors voilà l'Azerbaïdjan qui est pris en tonneau par deux chaînes de montagnes qui sont parmi les plus belles du monde, avec une richesse culturelle, avec une quarantaine d'ethnies qui vivent là. Alors on peut se demander pourquoi. Alors tout de suite, je vous réponds, c'est la carte qui nous donne la réponse parce que ces montagnes très difficiles d'accès, où il y a des milliers et milliers de vallées, où on ne peut pas accéder facilement, surtout maintenant en hiver. C'était un refuge naturel pour des persécutés. C'était aussi un endroit où l'Empire tsariste renvoyait les gens pas très, très gentils, notamment des gens qui étaient judaïsants. Et on va parler de ces chrétiens judaïsants qui ont trouvé refuge en Arménie, en Azerbaïdjan. Alors, le pays, c'est une immense diversité culturelle avec beaucoup de minorités, de la langue turque. Le pays même, n'est-ce pas? C'est un pays étonnant parce qu'il n'a jamais fait partie de l'Empire ottoman. Toute l'histoire qui concerne l'Empire ottoman, de façon tragique aussi avec le génocide arménien, ça ne fait pas partie de l'histoire de l'Azerbaïdjan parce que tout simplement, ce pays s'est trouvé à partir du début du 19e siècle dans l'orbite tsariste et tout ça grâce à Catherine la Grande, cette tsarine prussienne, d'origine prussienne, née
dans la ville de Stettin, aujourd'hui en Pologne, qui a préparé le terrain à son successeur, Alexandre le Premier. Et c'est Alexandre qui a conquis les Caucases pour l'Empire tsariste. Alors tout simplement, l'Empire tsariste a été remplacé par l'Union soviétique et trois pays issus de la chute, n'est-ce pas, du communisme, c'est la Géorgie, c'est l'Arménie et c'est l'Azerbaïdjan. Alors aujourd'hui, on va parler de l'Azerbaïdjan, d'une des trois républiques, qui a une formidable richesse multiethnique avec des gens de plusieurs langues qui vivent, plusieurs confessions, aussi beaucoup de chrétiens qui vivent en Azerbaïdjan, et qui un Azerbaïdjan qui fait partie d'un passé azerbaïdjanais, en sachant que la grande partie d'Azerbaïdjan se trouve aujourd'hui en Iran. Alors, toutes les frontières, si vous voulez, qui sont discutées aujourd'hui, ce sont des frontières qui ont été fixées au début du 19e siècle sous Alexandre le Premier. Yoav, est-ce qu'on peut avancer? Oui. Voilà, ici, de nouveau, on voit la richesse aussi, pas seulement culturelle, mais naturelle. C'est un pays qui est finalement pas immense, je vous ai dit la surface de la Suisse, mais d'une immense richesse naturelle. Alors, il y a 8 ou 9 zones climatiques différentes. Il y a du désert, semi-désert, il y a la montagne, il y a aussi la montagne avec la neige éternelle, n'est-ce pas? Il y a un climat subtropical. Alors, on trouve toutes ces zones climatiques en passant du niveau zéro, ça veut dire de la mer Caspienne, je vous ai dit Khazar Denis, jusqu'à sommet du Caucase qui connaissent la neige éternelle. Alors, une richesse aussi au niveau faune, n'est-ce pas, la végétation. C'est vraiment un pays qui a beaucoup de visages. Et la conclusion, j'espère, de cette rencontre aujourd'hui sur l'Azerbaïdjan, pour vous et pour moi aussi, sera que cette richesse naturelle, la richesse culturelle, touche aussi le monde juif et que les juifs sont riches aussi parce que ici dans ce pays on trouvait encore avant les déportations organisées par Staline des juifs Krimtchak qui venaient de la Crimée. Il y avait des juifs très intéressants qui ont été déportés par Staline. C'était des juifs aramique du Kurdistan, beaucoup de juifs du Kurdistan. Mais aujourd'hui, on a trois communautés qu'on va aborder dans cette rencontre. C'est la communauté des Gurzinim, qui existe aussi, et surtout, n'est-ce pas, en Israël, communauté des juifs ashkénazes, qui sont des juifs appelés là-bas les juifs russes, parce qu'ils sont venus avec Alexandre le Premier, avec la conquête tsariste. Et ensuite, on va aborder le sujet le plus intéressant, ça je laisse comme griotte sur le gâteau, c'est les juifs des montagnes, les juifs Tat, cette formidable communauté des montagnards qui est, je dirais, la présence juive locale très liée à l'histoire du pays. Il y a aussi des chrétiens judaïsants qui étaient parmi les premiers sionistes. Je vais vous parler de Joseph Trumpeldor, qui sont d'origine Subotnik. C'était une communauté qui existe encore. On va parler de ces traces de Subotnikim, de Molokan qui existent en Azerbaïdjan, mais aussi en Arménie. Alors vous voyez, il y a beaucoup de choses communes qui existent dans les deux pays qui se détestent et finalement qui sont très semblables, les deux pays que j'adore. J'aime beaucoup l'Arménie et j'aime beaucoup l'Azerbaïdjan et je déplore énormément ces conflits inutiles et terribles. Yoav? On continue. Oui.
Voilà, alors on va atterrir, parce qu'il faut qu'on parte, n'est-ce pas? On va atterrir à Bakou, qui est une ville euh, qui a énormément bénéficié du pétrole, qui bénéficie du pétrole, parce qu'on appelle ça Dubaï bis ou Dubaï post-soviétique. C'est vrai, on a découvert le pétrole relativement tard, et l'aventure du pétrole, euh, c'est relativement récent. Et je voulais vous dire que le pétrole, c'est la fin du 19e siècle. Et le pétrole, c'est beaucoup de noms, mais parmi les juifs qui ont contribué à la valorisation de l'exploitation minière au niveau pétrole et gaz, c'est Monsieur Grobstein. Peut-être ses ancêtres faisaient de matzevot, mais lui, il était dans le pétrole et cette industrie pétrolière avec les frères Nobel aussi, que vous connaissez, a pris vraiment à la fin du 19e siècle. Et vous voyez ici l'immeuble vraiment fin 19e de la grande richesse qui tombe d'un jour à l'autre sur Bakou avec l'exploitation pétrolière, d'abord terrestre et aujourd'hui, bien entendu, de la mer Caspienne sous-marine et la richesse de l'Azerbaïdjan, c'est l'or noir, c'est le pétrole, et c'est le pétrole le plus pur au monde, le pétrole qui ne gèle pas, qui ne gelait pas en 1943 pendant la bataille de Stalingrad. Et je dis souvent, c'est un tout petit peu mon idée, qu'on doit tous la vie au pétrole azerbaïdjanais parce que c'est la victoire soviétique à Stalingrad qui a bien entendu marqué, c'était un point culminant, n'est-ce pas, de l'échec nazi. Les nazis, ses alliés roumains, hongrois et les autres ont été battus à Stalingrad. Et depuis, c'était un point de non-retour pour les nazis et la Wehrmacht devait capituler à Berlin. Alors tout ça, ça s'est passé en hiver 42-43. C'était l'hiver très, très, très pénible, n'est-ce pas? Et le pétrole partait jour et nuit par des wagons, les trains vers Stalingrad pour alimenter l'armée rouge. Et l'armée rouge a gagné à Stalingrad grâce à ce pétrole qui ne gelait pas en hiver 42-43. Et Hitler a été battu avec le pétrole azerbaïdjanais. Et pourtant, quelques mois avant, pour son anniversaire, ce copain Amisbir, n'est-ce pas, ce nazion, lui ont offert un gâteau avec Bakou au milieu. C'était sa part du gâteau, n'est-ce pas? Il devait prendre Bakou. Malheureusement, malheureusement pour lui, heureusement pour nous, il s'est arrêté dans le nord du Caucase. Il n'a jamais mis les pieds à Bakou, n'est-ce pas? Et Bakou était sous le contrôle soviétique. Bakou a alimenté Stalingrad. Et plus tard, beaucoup de soldats azerbaïdjanais, juifs notamment, parce qu'on va parler de juifs, ont contribué à la victoire en allant jusqu'à Berlin. Il y a eu du côté azerbaïdjanais aussi des collaborationnistes, un tout petit peu comme partout en Europe, en Arménie également, à peu près avec les mêmes chiffres, n'est-ce pas, de gens qui roulait pour Hitler, pour le nazisme, mais la grande contribution des Azerbaïdjanais, de Juifs, surtout des Juifs azerbaïdjanais, c'était la victoire soviétique. Voilà, jusqu'en 1990, la chute du communisme. C'est un pays qui est très, très fidèle au communisme. Et c'est l'un des derniers pays, je pense que c'est la dernière république soviétique qui a accepté la chute du communisme. Il faut savoir que la contribution azerbaïdjanaise était immense au communisme. Il y a eu des astronautes, il y a eu un phénoménal cinéma, ici pas très loin
de l'image que vous voyez. Il y a eu des studios qui travaillent encore, des studios de films, c'est un tout petit peu Hollywood soviétique. Il y a eu des studios d'enregistrement sonore. Il y avait un jazz azerbaïdjanais, il y avait beaucoup de musique classique azerbaïdjanaise. Alors, si vous voulez, c'était une république qui était fascinée par le communisme, un tout petit peu comme les juifs, et surtout les juifs, et qui a donné énormément au communisme. Au fond, derrière, vous voyez Bakou d'aujourd'hui avec les trois flammes qui symbolisent Bakou. Ce sont des tours de bureaux qui s'illuminent s'illuminent la nuit et qui représentent la richesse de la ville d'aujourd'hui. Alors, ce sont des grands buildings qui sont magnifiquement dessinés avec une souplesse étonnante. On les voit de très loin, même de l'avion, quand vous arrivez à Bakou, et c'est le symbole de la réussite économique qui finalement n'est pas difficile parce qu'ils sont assis sur, pas seulement sur le pétrole, mais sur les gisements du gaz qui accompagnent l'or noir. Voilà. On peut bouger, Yoav? Voilà. Voilà un tout petit peu la même vue avec des bâtiments post-soviétiques qui sont très fréquents à Bakou et avec ces trois tours en forme du feu. Pourquoi c'est un symbole? Parce que le pays puise, si vous voulez, ses origines dans la présence des zoroastrismes, de Zoroastra, qui était une religion dominante dans cette région, en Perse aussi. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous savez, ou peut-être pas, les gens qui s'identifient à la Zoroastra sont persécutés et condamnés à mort en Iran d'aujourd'hui. Par contre, en Azerbaïdjan, c'est une fierté nationale et c'est vraiment un composant de la culture locale. Et Zoroastra fait partie aussi de notre héritage du judaïsme au pluriel, n'est-ce pas, avec la cacheroute, avec, ça c'est plutôt les côtés séfarades, avec la Kabbalah, qui sont issus, n'est-ce pas, qui sont notre héritage venu de la période de Babylonie où les Juifs ont été expulsés. J'aime pas utiliser le mot déportés en Babylonie parce que, comme vous savez, les Juifs avaient des postes de fonction d'État très importantes. Alors, je dirais, c'était pas l'Égypte, n'est-ce pas? À Babylonie, il y avait beaucoup de choses aussi positives. Et, entre autres, on a ramené dans notre valisquette, dans notre valise, notre bagage nomade, n'est-ce pas, de la Babylonie, beaucoup de choses, surtout cette vision dualiste du monde, cachère, non cachère, je dirais bien, mal, et surtout ça concerne la Kabbalah, qui est la vision constante de la lutte entre le bien et le mal. Alors tout ça, ça vient pas de Jérusalem, ça vient de la Babylonie, et de Babylonie, bien entendu, au sens large, ça veut dire Azerbaïdjan aussi, et de la zoroastrisme. Alors, on va revenir encore à ce sujet qui est tout à fait intéressant pour le judaïsme. Alors voilà, je parlais, alors je ne vais pas répéter 1000 fois. Aujourd'hui, Azerbaïdjan fournit entre 40 et 50% des besoins en énergie pour Israël. C'est un pays clé, n'est-ce pas, pour la sécurité économique ou même militaire d'Israël. C'est la moitié, même un tout petit peu plus. Pour les gaz, c'est pratiquement la totalité. Alors, si vous voulez, c'est un pays qui est extrêmement important. C'est un pays clé, n'est-ce pas, dans la stabilité de la région, dans dans les dialogues, si on peut appeler ça, la dynamique entre la Russie et la Turquie, et bien entendu avec l'Iran. Alors, Azerbaïdjan, c'est vraiment un pays carrefour
parce il est turcophone. La langue azérie est relativement proche de la langue turque. Il y a énormément de russicisme. Les Turcs sont pas très sympas avec les Azéris. Ils ont un complexe de supériorité, un complexe de colons, n'est-ce pas, surtout aujourd'hui. Alors, c'est pas si rose avec les Turcs, mais c'est un pays qui est turcophone, d'accord? Alors, Azéri, la langue azérie, c'est une langue turque. On peut dire que, je dirais, 80% du lexique, n'est-ce pas? 80% est commun. On peut comprendre euh, relativement bien turc si on est azéri. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est le seul pays turcophone qui est chiite. C'est un pays qui est chiite, comme Iran, mais la relation avec l'Iran n'est pas du tout facile. Je vous ai montré la carte au début de notre rencontre. C'est un pays qui a la surface de la Suisse, mais qui n'a pas le bonheur d'avoir de bons voisins, Liechtenstein, Autriche, la France, etc., comme Italie, comme la Confédération helvétique. En fait, Azerbaïdjan a une frontière commune avec l'Iran et ça va pas du tout, n'est-ce pas? Avec la Russie, c'est l'héritage soviétique qui est favorable, mais aussi défavorable. Avec l'Arménie, malheureusement, on a vu que c'était tellement triste que ce conflit s'est arrêté dans la nuit entre le 10 et le 11 novembre, il y a 4 mois, heureusement grâce à Poutine, et la Géorgie. Alors, Géorgie, c'est un petit bout du nord, dans la montagne, un pays qui est très, très intéressant et on va parler un tout petit peu de la Géorgie à l'occasion des Juifs de la Géorgie. Allons-y, Yoav. Voilà, ça c'est la tour aux Vierges qui est un monument magnifique, une sorte de phare, mais aussi une trace de la présence zoroastrienne parce qu'il y avait la flamme qui était pour les uns un symbole religieux, pour les autres phares, n'est-ce pas, pour la vie quand vous étiez sur la mer. On n'est pas très loin de la mer Caspienne, on est au centre de la vieille ville. Et la vieille ville, c'est un joyau, on passe beaucoup de temps. Il y a des magnifiques sarai, caravansarai, ça veut dire les étapes de caravane qui étaient multiples, n'est-ce pas? C'est vraiment un pays de caravanes de cette route ou les routes au pluriel de la soie qui d'ailleurs on produit même à l'époque soviétique, on produisait beaucoup de soie en Azerbaïdjan. C'est un pays qui est héritier des routes de la soie avec Ouzbékistan qui est juste en face de la mer Kazakhstan, n'est-ce pas? D'abord, et Ouzbékistan, et ensuite la Chine et toute l'Asie centrale. C'est un pays qui est assis entre l'Europe et l'Asie, exactement l'Asie centrale. Et c'est un pays qui est fruit de caravanes, de caravaniers. Et on sait très très bien que derrière les échanges de marchandises, il y avait les échanges des idées, aussi des religions. Et on va revenir à ça. Peut-être c'est une des raisons de la grande tolérance par rapport aux Juifs et les autres religions. Je vous ai dit qu'il y a énormément de chrétiens qui vivent en Azerbaïdjan. Il y a une communauté orthodoxe, il y a une communauté catholique d'origine polono-allemande, il y a aussi une communauté protestante, il y a une communauté chrétienne très intéressante qui vit d'origine albanaise du Caucase. Bref, un pays qui a une immense tolérance. Bien entendu, on peut regretter toute la tension, n'est-ce pas, qui aujourd'hui a lieu avec l'Arménie.
Mais de l'autre côté, il faut dire que c'est un pays où on peut être très, très bien toléré en tant que juif. Et les juifs vivent très, très bien en Azerbaïdjan, ce qui n'est pas le cas les autres pays, n'est-ce pas? Voilà un pays qui a une communauté juive multiple. On va revenir tout de suite. Il y a à peu près 24 000, selon moi. Je prends toujours les chiffres minimaux. Le chiffre minimum, c'est 20 000 de juifs de montagne et 4 000 ashkénazes ou les juifs russes. Ça fait à peu près 24-25 000. Mais c'est vrai, il y a des estimations beaucoup plus optimistes. On arrive jusqu'à 40 ou 50 000. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mouvements avec Israël et la Russie. Il y a beaucoup de juifs qui bougent avec des valises qui font du business. Il y a beaucoup d'Israéliens, n'est-ce pas, qui vivent un tout petit peu en Israël et en Azerbaïdjan, et énormément de Russes, de Juifs azerbaïdjanais qui vivent en Russie, qui viennent souvent en Russie. Alors, si vous voulez, pour un tout petit peu ne pas rentrer dans les calculs sans fin, je prends le chiffre minimum, 20 000 qu'on va retenir, 20 000 juifs de montagne et 4 000 juifs ashkénazes, ça nous donne 24 000 juifs ici en Azerbaïdjan, avec bien entendu la grande concentration à Bakou, qui est la vraie capitale de ce pays qui a à peu près la même population qu'Israël. On est presque à 10 millions d'habitants. Voilà, un pays 4 fois plus grand Bakou, il qu'Israël a et combien la même d'habitants? population. Et On y va, Bakou, on a Johan? combien d'habitants? Alors, Bakou, je n'ai pas de chiffres exacts, mais je pense qu'il y a à peu près 2 millions d'habitants ou 3 millions. Il faut que je Ouais. vérifie, mais je ne peux pas vous donner des chiffres exacts, mais c'est vrai, la richesse, la dynamique. Aussi, il faut dire que tout simplement, le pétrole y est, n'est-ce pas? Yoav, tu sors du centre et tu tombes sur les champs de pétrole que je montrais avant. Alors, c'est très, très riche depuis longtemps. C'est un port, c'est une ville culturelle avec une vie culturelle incroyable, le théâtre, la philharmonie, c'est une ville universitaire très, très connue. Il y a des gens très connus qui ont terminé cette université, comme le grand champion d'échecs, Gary Weinstein, tu le connais. Mm. Ouais. C'est le plus grand champion d'échecs qui porte le nom Kasparov. Alors, Kasparov, c'est un enfant de Bakou. Il y a eu Salomon Grobstein, que je nommais déjà. Il y a eu Lev Landau, un grand physicien qui a eu le prix Nobel en 1962. Il y a eu tant de personnes. Kasparov, pour moi, pas seulement parce que j'adore jouer aux échecs. Azerbaïdjan, c'est le seul pays où jouer aux échecs et enseigner dans les écoles maternelles, c'est une obligation, n'est-ce pas? On joue aux échecs partout en Azerbaïdjan. Garry Kasparov, pour moi, est symbolique parce qu'il a pas seulement mon âge, mais Garry Kasparov, c'est un enfant d'un papa d'origine polonaise, n'est-ce pas? Et d'une mère arménienne. Alors pour moi, c'est vraiment un symbole, un enfant du pays, un enfant de l'amitié entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ce sont des choses qui sont peut-être un tout petit peu incroyables de le dire aujourd'hui en sortant de ces conflits. Mais c'est ça, l'Union soviétique, et je suis un tout petit peu nostalgique ici, a permis la paix, les échanges, les couples mixtes, et finalement, ces purifications ethniques, c'est quelque chose que je vis très, très mal, très mal. À propos, il y a en Azerbaïdjan énormément de personnes déplacées, n'est-ce pas? Je ne veux pas dire réfugiés, même s'il y a des camps toujours de réfugiés. Et Azerbaïdjan se situe parmi les pays qui a reçu le plus grand nombre de personnes déplacées par capita de citoyens, n'est-ce pas? Alors c'est un pays
qui a souffert énormément. Cette souffrance concerne tous les Caucases et j'espère que tout va s'arrêter, n'est-ce pas, pour aller vers un avenir plus stable et plus économiquement plus intéressant pour tout le monde. Alors, Chaque fois, envoyer un Johan, quand message. je m'arrête, tu peux poser la question ou tu peux bouger l'écran. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui a envoyé un message, il y a 1 million de réfugiés. Ça, c'est un chiffre minimal. Il y a beaucoup plus de réfugiés. Et je suis vraiment... Parce qu'en fait, il y a deux définitions. Il y a la définition des personnes déplacées, n'est-ce pas, et la définition des réfugiés. Alors, en Azerbaïdjan, c'est un cas modèle où ces deux définitions se mélangent et il est très, très difficile de faire des évaluations. Sachez que tous les taxis à Bakou sont conduits par des gens qui sont venus, qui ont été expulsés de l'Arménie. C'est un tout petit peu comme les Russes blancs à Paris dans les années 20. Tous les taxis étaient, paraît-il, je n'ai pas vécu à cette époque à Paris, mais à la belle époque, tous les taxis à Paris étaient gérés par des Russes blancs parce qu'ils venaient avec une valise d'argent, ils achetaient une voiture, et voilà, ils étaient taxis. Ils parlaient français, n'est-ce pas? Alors, à Bakou, tous les taxistes viennent de l'Arménie. Et c'est quelque chose qui est terriblement triste, n'est-ce pas? Maintenant, il y a eu toutes ces personnes qui ont été expulsées du Gorni-Karabakh vers l'Arménie. Alors, si vous voulez, ça me fait tellement mal parce que c'est une région qui est riche, avec une histoire incroyable. On est tout petit en Europe par rapport à cette immense histoire d'échanges commerciaux, de religions, Zoroastra, cette frontière, n'est-ce pas, entre la Russie, la Turquie et la Perse. La Perse, c'est une sacrée histoire. Et les Juifs au milieu, pour moi, ce monde est magnifique. Réduire ou détruire ce monde et ce modus vivendi par les guerres stupides pour un tas de cailloux, n'est-ce pas, pour une région qui est relativement montagneuse. C'est quelque chose qui est terrible, mais malheureusement, on ne peut rien faire. On va en discuter, on parlait à la fin parce que très attaché aux deux pays, à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan, j'ai proposé quelques initiatives qui ont eu beaucoup de succès. Alors, on va continuer. Oui, absolument. Alors, nous avons parlé des Zoroastra. Il s'agit de la période. Bon, en 2 mots, je vais vous expliquer. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Que 8e, 6e siècle avant l'ère commune, Jérusalem, Israël sont pris par les Babyloniens. C'est la première destruction du temple, 6e siècle, et la période où les Juifs sont, je ne dis pas déportés, mais déplacés vers la Babylonie, Babylonie au sens large, n'est-ce pas, partie d'Iran, Irak, Azerbaïdjan au nord. Alors, voilà le pays de Zoroastra qui nous fait penser à la fête qu'on a eue il y a une semaine, la fête d'Esther et de Purim. Alors, tout ça, c'est aussi Azerbaïdjan. Et Azerbaïdjan a un héritage très, très zoroastrien. Et même, je peux dire qu'aujourd'hui encore, l'islam chiite, c'est l'islam plus l'héritage des Zoroastres. Si vous voulez, chiisme, c'est une religion qui existe uniquement, si vous regardez bien les cartes, c'est étonnant, uniquement dans les terrains culturels, n'est-ce pas, où Zoroastra était bien assise. Alors, aujourd'hui, c'est symbolique, mais on voit ces traces dans la vie culturelle d'Azerbaïdjan. Bientôt, on va fêter
la fête du printemps qui est vraiment la fête clé de la religion chiite, même si Azerbaïdjan n'est pas tellement religieux. C'est un pays très, très laïque. C'est un pays encore très, si vous voulez, influencé de façon positive par l'islam. C'est aussi, c'est un lapsus, par l'Union soviétique, par le communisme. Et un pays qui a beaucoup de mal, par exemple, dans la vision, dans les rapports avec la Turquie, qui a tourné vers la religion sunnite de façon très, très intégriste, parce que c'est un pays très laïque, n'est-ce pas? Chiite et en plus laïque. Alors, si vous voulez, ils ont des problèmes avec la Turquie parce qu'ils sont chiites et pas sunnites, et ils ont des problèmes avec l'Iran parce qu'ils sont laïcs et pas fanatiques et intégristes comme les Iraniens. Alors, c'est un pays qui est petit et qui joue l'équilibre, mais c'est vrai, pour revenir à Zoroastra, ici, on voit une magnifique étape de caravaniers. C'est un complexe de caravaniers qui était géré par des Zoroastres venus de la frontière entre le Pakistan d'aujourd'hui et l'Iran. On peut dire Beloudjistan. Il y avait énormément de caravaniers qui avaient des assistants hindous. Alors, il y a même des chapelles pour des hindous. C'était une religion qui a quand même été très influencée par l'hindouisme. Alors, c'est quelque chose qui est phénoménal. On s'arrête toujours là avec nos groupes et on discute, on consacre beaucoup de temps sur les influences de cette époque, de Zoroastre sur le judaïsme d'aujourd'hui, d'accord? Parce que je vous ai parlé déjà de la cacheroute, de la Kabbalah, tout ça, ça vient d'ici. Yav, on peut tourner. André, on a beaucoup de questions, mais je propose qu'on garde les questions à la fin. Absolument. Voilà. Absolument, si tu peux noter. Oui. Alors ici, on passe au sujet qui nous préoccupe parce on parle déjà depuis 40 minutes, le temps passe. Oui. C'est la synagogue ashkénaze qui est au centre dans un quartier qui était très, très juif avant la Révolution et un quartier qui est un tout petit peu, je dirais, avec des projets immobiliers importants, mais qui est un tout petit peu délaissé parce que beaucoup de juifs russes, parce qu'on appelle ici les juifs ashkénazes les juifs russes, d'accord? Alors les juifs sont partis. Ici, c'est la belle synagogue qui a été inaugurée il y a quelques années, qui est gérée par un ami Segal, qui est bien entendu un rabbin Lubavitch. Et, si vous voulez, Lubavitch, c'est un grand poids dans l'ex-Union soviétique en Azerbaïdjan aussi. D'ailleurs, la communauté est très petite parce qu'il y a, je pense, 300 personnes ou 200 personnes à Erevan est gérée aussi par un frère Lubavitch. Alors ici, vous voyez une communauté ashkénaze qui est composé de 4 000 personnes, ça veut dire 12 fois plus qu'en Arménie. Et c'est une communauté qui est prospère. Il y a beaucoup de personnes âgées, beaucoup de départs, de gens qui sont partis en Israël, beaucoup de gens qui sont partis en Russie, d'aujourd'hui en Fédération russe. Mais cette communauté, c'est héritage du colonialisme tsariste dans les Caucases et aussi de l'héritage soviétique, tout simplement parce que Azerbaïdjan et Arménie d'ailleurs aussi, et les Géorgie un tout petit peu aussi, ces trois républiques, c'était des républiques sans antisémitisme. Alors beaucoup, beaucoup de juifs ashkénazes partaient de la Russie, de la Biélorussie. C'est l'histoire de Kasparov, c'est l'histoire de beaucoup, beaucoup de juifs. Il y a beaucoup de juifs qui venaient vers le soleil, la prospérité, la laïcité. On était aussi attirés par la culture qui était très orientale, très turque, mais ouverte à l'Europe. Bref, Azerbaïdjan, c'était, et Arménie, je répète aussi, et la Géorgie, les trois pays qui étaient préférés par les juifs du Nord, les juifs ashkénazes, et on les appelle les juifs russes. Aujourd'hui, il y a à peu près 4000 juifs. On passe un Shabbat écuménique, toujours avec nos groupes de Valiska à Bakou, et on accueille Shabbat, c'est une tradition chez les juifs ashkénazes. On passe ensuite
ensuite un moment chez les Juifs géorgiens, et ensuite on fait à peu près 250 mètres pour samedi, pour passer la journée de samedi avec les Juifs de montagne. Alors, si vous voulez, ce sont des Shabbos écuméniques, je dis, où on essaye de passer le temps précieux avec les trois communautés. Les Georgiens, les Grouzinim, qui sont très nombreux en Israël, sont à peu près, même pas 1000 personnes, entre 500 et 1000 personnes. C'est une communauté très, très dynamique et très liée au judaïsme géorgien qui est totalement différent, qui est très différent, mais aussi très, très ancien, n'est-ce pas? Ce sont deux judaïsmes, judaïsme azerbaïdjanais des juifs de montagne et judaïsme géorgien. Ce sont des judaïsmes qui remontent à au premier temple, n'est-ce pas, la première destruction. Alors c'est quelque chose qui est très, très ancien, très ancré, et c'est pour ça, peut-être, ça explique la judéophilie en Géorgie, en Azerbaïdjan, une fascination pour les Juifs. Ce sont des judaïsmes de présence très, très, très anciens. Voilà. Alors ici, vous voyez mon ami avec Shimon Peres. Shimon Peres est venu ici juste après l'inauguration de la de la synagogue, de la choule. C'est une choule. Alors, chose étonnante, la troisième communauté, les Grouzinim, les Georgiens, ont opté plus pour les Lubavitch et ils ont un minyan et une synagogue à côté des Lubavitch parce qu'ils sont bon, je ne vais pas trop parler, mais je dirais, bon, ils ont choisi les Lubavitch et pas les Juifs de montagne. Alors, si vous voulez, le proverbe juif dit un Juif et deux synagogues, n'est-ce pas? Pourquoi l'autre synagogue, la deuxième synagogue? Parce que je ne veux pas mettre les pieds dans la première. Alors, ici, c'est encore plus incroyable. Il y a trois synagogues, trois communautés, en fait. Il y a beaucoup plus de minyan. Il y a trois communautés avec des gens qui se connaissent, qui parlent la même langue ou les mêmes langues parce qu'on parle toujours azéri, russe, ensuite une des langues juives. Mais c'est vrai, Shimon Peres a découvert tous les nuances, n'est-ce pas, de la vie juive locale. Et ici, il est très, très bien accueilli par cette communauté russe, ça veut dire Ashkenaz. Alors ça, c'est un grand ami à moi, Melich Yevdayev. Melich Yevdayev, c'est le patron des Juifs de montagne. Et ici, je vais aborder la question la plus intéressante, certainement pour nous, l'histoire des Juifs des montagnes. Alors, les Juifs des montagnes, Djahuru, Chufut Dag, Dag Chufut, Gorski et Evreï, ou les Juifs des montagnes en français, n'est-ce pas? C'est une très, très ancienne communauté qui date de ce déplacement massif des Juifs d'Israël vers la Babylonie. Alors, ils ont pendant des siècles vécu en Perse, et vers 5e siècle de l'ère commune, de notre ère, n'est-ce pas, ils sont partis vers le Caucase, chasser des plaines plus riches, et une fois de plus, le Caucase, ces riches reliefs, a donné le refuge à ces juifs, et ils ont aujourd'hui, il y a à peu près 250 000 juifs de montagne qui vivent à peu près 150 000, 140, 150 000 en Israël. Il y a la ville d'Akko, que Napoléon appelait Saint-Jean, n'est-ce pas, d'Acre, ça s'appelle en français. C'est une appellation, bien entendu, qui date des croisades. Il y a une communauté très forte de Djahuru. Djahuru, ça veut dire Yehudim, ça veut dire juif en langue tat. Et figurez-vous, c'est une communauté qui a préservé la langue juive perse
c'est un tout petit peu comme yiddish, mais au lieu d'allemand, il faut faire référence à la langue farsi euh, médiévale, qu'on appelle Pahlavi. Et cette langue Pahlavi, c'est une langue qui carrément sort du XIIIe siècle, n'est-ce pas, qui est très judaïsée, hébraïsée, avec beaucoup de mots hébraïques, qui s'écrivait, je dirais, en fonction par trois ou plus alphabets comptant ensemble. Alphabet arabe, alphabet hébreu, alphabet latin, alphabet cyrillique. Quatre alphabets, n'est-ce pas? Une langue, quatre alphabets. Alors, c'est une langue beaucoup plus ancienne que perse. C'est un vrai joyau pour les linguistes parce qu'on arrive au XIIIe siècle avec une langue. Alors, c'est une langue aujourd'hui qui est parlée en famille, c'est une langue en disparition. Je vois beaucoup de points communs avec Yiddish. C'est une langue savoureuse avec une immense énergie. On peut parler russe et d'un seul coup on raconte une blague en tat, c'est le nom de la langue, n'est-ce pas? Judo-tat, tat. Tout le monde éclate de rire. Mon rêve, c'était toujours comprendre tat, mais j'ai appris quelques mots et chaque fois quand je parle russe, quand je fonctionne en Azerbaïdjan, je suis russophone. J'essaye partout de mettre des mots tat et ça fait rire tout le monde parce qu'ils adorent ça. Alors, pour revenir à mon ami qui est le président, n'est-ce pas, un jour à Bakou, je dis, mais il faut absolument que tu viennes m'élire en France. Alors il a dit, OK, je vais venir un jour en France. Et je pense 3 ou 4 ans après, il m'a appelé, il a dit, André, tu m'as dit il y a 4 ans que je devais venir à Paris, en France, alors je viens. Mais je ne viens pas tout seul. Alors je dis, mais oui, tu viens avec qui? Alors il a dit, avec mes copains. Alors il a dit, je viens. Et c'est le plus difficile, avec le président de la communauté ashkénaze, avec le président des Oudines. Oudines, c'est une communauté chrétienne très intéressante liée à l'église arménienne qui vit en Azerbaïdjan. Je viens avec les patriarches orthodoxes russes d'Azerbaïdjan, je viens avec l'évêque catholique d'Azerbaïdjan. Alors j'ai compris très très vite que c'est une initiative gouvernementale importante, n'est-ce pas? Alors, c'était il y a 5 ans, je fais venir cette délégation multiconfessionnelle d'Azerbaïdjan à Strasbourg, aux institutions européennes, mais aussi à Paris et au CRIF. Et on a fait des événements très, très importants avec des rencontres très, très belles. Et j'ai appris beaucoup par ces interventions, par les échanges. C'était des échanges très officiels, mais la délégation était un tout petit peu fatiguée et par ces rencontres officielles avec les médailles, pardon, pas les médailles, mais les cravates, n'est-ce pas? Et un jour, je dis à Melich, écoute, il faut que vous veniez chez moi. Alors, il y avait toute la sécurité, n'est-ce pas, azerbaïdjanaise très nombreuse, qui est venue chez moi à la maison alsacienne à Colombage, en Alsace. Et figurez-vous, j'ai reçu une quinzaine de leaders spirituels de l'Azerbaïdjan à la maison. On a passé une soirée remarquable où on a chanté ensemble. Et c'était une soirée, une des plus belles soirées de Baliska qu'on a pu organiser avec Yoïka, avec mon épouse, en accueillant ce leader spirituel, le chef de toutes les confessions. Alors, chose intéressante, dans la délégation, il y avait une femme qui est vice-présidente de la communauté musulmane, des musulmans du Caucase. Et ici, je profite de l'occasion parce qu'aujourd'hui, c'est Yom Tov, Voilà. c'est la fête pas seulement des femmes, mais c'est la fête des droits des femmes. C'est un tout petit peu différent. Et souvent, vous voyez, je me demandais pourquoi on a tant de problèmes avec l'islam en France.
Pourquoi tous leaders spirituels, à l'exception de ce formidable imam de Drancy, tous sont obsédés par la question féminine et tout ça. Et je me suis dit que l'islam est malade de ce rapport avec le monde féminin. Et j'ai compris que l'islam en Azerbaïdjan est différent parce qu'on est dans un matriarcat et les femmes ont vraiment quelque chose à dire. Et c'est l'épouse du président qui mène beaucoup d'initiatives, qui est très importante. C'est la place de la femme dans l'islam ou la laïcité même en Azerbaïdjan qui fait que l'islam est différent. Alors, moi, j'aimerais bien qu'il y ait en France une femme qui représente l'islam français, n'est-ce pas? Alors, ça existe en Azerbaïdjan. Elle est venue. C'est une femme adorable, formidable, avec une grande dame. Une grande dame. Et je pense que l'islam azerbaïdjanais est différent à cause de la présence féminine. Et voilà, c'est ma réflexion pour cette journée des droits des femmes. Et d'ailleurs, je souhaite à toutes les auditrices, à Guy Diantef, comme on dit en français, et pas à toi, Yoav, mais à ton épouse et à ta fille. Merci beaucoup. André, en général, quand on discute, on passe au moins 8 heures ensemble. À mon avis, là, il faudra qu'on avance. Oui, il faut. Il nous reste encore 30 photos en moins. Alors, allons-y. Chaque fois quand je m'arrête, il faut passer. Voilà. Alors ici, on a parlé de cette photo qui est derrière toi, au fond. Ouais. C'est Heider. Heider à Krasnaya Sloboda. Ce sont les Juifs de montagne. La photo date, je pense, de 1804. Je ne suis pas sûr, la fin du 19e siècle, je pense. Mais ils ont des chapeaux un tout petit peu déjà soviétiques, non? Peut-être c'est déjà 20e siècle. Alors, sachez que Kirmizi Kesebe, c'est Krasnaya Sloboda avec je vous ai dit, cette ville avec 4000 âmes juives. Aujourd'hui, on va partir à la découverte de cette ville entièrement juive, mais la photo date c'est-à-dire la photo avec le samovar, n'est-ce pas, un objet qui vient d'Azerbaïdjan. Samovar, c'est vraiment azerbaïdjanais. Et toutes les discussions, les échanges, Shabbat, c'est fait. D'ailleurs, c'est typiquement shabbatique, n'est-ce pas, comme instrument, parce qu'on chauffe, on met le charbon avant Shabbat et après, ça reste chaud, toute la journée. Alors, c'est fait pour Shabbat. Et en Azerbaïdjan, il est difficile de voir des amis sans prendre un karachai, un thé, n'est-ce pas, noir, avec un morceau de halva local ou la confiture de griottes. Alors ça, c'est quelque chose de très, très local et j'aime beaucoup, beaucoup cette photo du cheder de Kirmizi Kesebe avec Samovar au milieu. On y va, Yoaf, il faut qu'on accélère. Ah, absolument. Alors ici, vous avez Seider des Juifs de montagne. Regardez la dame à gauche, elle est très influencée par le monde musulman local. Il y a vraiment une bonne entente entre les Juifs les non-juifs, les musulmans ou les laïcs d'aujourd'hui d'origine musulmane. Je n'ai jamais entendu parler des accidents, d'incidents, je dirais pour Pessah, les musulmans, ou peut-être même c'est une voisine musulmane qui est venue ici, n'est-ce pas? Peut-être, parce qu'on m'a parlé souvent que depuis toujours, les familles juives invitent après Seider pour partager l'été ensemble les voisins musulmans. Alors peut-être vous voyez un couple de juifs de montagne au milieu. Et la femme à gauche, c'est une femme musulmane qui est venue. Alors la même chose se passe pour Ramadan, qui s'appelle en Azerbaïdjan Ramazan. Et il y a des musulmans qui invitent les voisins juifs. Et c'est ainsi, c'est un pays sans antisémitisme, un pays musulman. C'est quelque chose qui est incroyable. J'avais une vieille dame, une avocate parisienne qui est venue avec moi à Bakou.
Et au bout de quelques jours, elle a dit, André, c'est émouvant, c'est mon Algérie à moi, de mon enfance, que j'ai connue avant tous les drames, le nationalisme, séparation. Ce pays, c'est mon enfance. Et c'est vrai, c'est une grande avocate parisienne qui est née en Algérie. Et la visite de 2 semaines en Azerbaïdjan l'a ramenée vers son enfance. Et c'était une belle, belle conclusion de son séjour. On y va, Yoav. Alors ici, deux photos qu'on voit la vue générale de Kirmizi Kesebe, qui s'appelait Yevrejska Sloboda. Ça veut dire le village, la ville juive, n'est-ce pas? Et les soviétiques, quand ils sont arrivés au pouvoir, avec une grande fascination juive pour le communisme, c'était avant Staline, n'est-ce pas? Encore, on appelait la ville, parce qu'elle est devenue très communiste, Krasnaya Sloboda, ça veut dire la ville rouge, parce qu'elle était très communiste. On a fermé, bien entendu, les synagogues, et les juifs sont devenus des braves communistes. C'est une ville qui comptait 13 synagogues, n'est-ce pas? Sur 13 synagogues, il y a 8 bâtiments qui ont survécu, qui sont magnifiques, bâtiments qui sont utilisés aujourd'hui pour les Shabbats. Ce sont des synagogues, une grande synagogue qui est formidable de 1882 et l'autre qu'on appelle la synagogue d'été parce qu'elle n'est pas chauffée, elle est utilisée en été. Aujourd'hui, il fait même froid, je vérifiais. On est dans la montagne, d'accord? On n'est pas à Bakou et on est à la frontière avec le Daghestan. Dag, ça veut dire montagne, Stan, pays, le pays des montagnes. Bref, à côté de la Fédération russe. Il fait froid, il y a la neige aujourd'hui et la synagogue d'été fonctionne à partir de Pessah. Alors, deux synagogues et aujourd'hui, on a transformé une synagogue en musée juif et c'est le vice-président du conseil du congrès mondial juif qui s'appelle Gad Nissanov. C'est un milliardaire, un homme très très riche, un juif né là-bas, mais qui vit à Moscou, qui est propriétaire du marché de Kiev à Moscou. C'est vraiment un grand businessman, un grand milliardaire, je pense le plus riche juif des montagnes, n'est-ce pas? Et c'est lui qui a donné quelques copecs pour ouvrir le magnifique. Je t'ai invité pour l'ouverture, je n'ai pas pu y aller. C'était il y a quelques mois, juste avant la pandémie, j'étais en Éthiopie, mais je dois y aller apprécier ce musée à la sortie de la pandémie. Alors, les cimetières, il y en a trois cimetières à Krasnaya Sloboda. Chose étonnante, mais c'est l'influence orthodoxe, n'est-ce pas? On grave les images représentant les personnes enterrées. Il y a beaucoup de richesses aussi, qui n'est pas tellement juif, mais ce sont des cimetières qui sont très, très bien entretenus et c'est un vrai voyage dans le monde professionnel, dans les tragédies, drames familiaux, n'est-ce pas? Tout est dessiné, écrit. C'est vrai, ça ne fait pas très cachère pour nous, mais c'est probablement l'influence orthodoxe avec beaucoup de marbre. Et ce sont trois cimetières que je visite toujours à Krasnaya Sloboda. Beaucoup de gens d'ici vivent aujourd'hui à Moscou ou en Sibérie, en Russie, en Israël aussi, et amènent beaucoup d'argent dans ce petit patelin. Il y a des villas de milliardaires russes qui viennent uniquement pour Pessah ou pour les mariages. Et ce sont des immenses forteresses dans ces villages qui est entièrement juif. Alors, je rappelle, il y a 4000 juifs qui vivent. Il n'y a pas de non-juifs, d'accord? C'est peut-être le seul endroit en dehors d'Israël où il y a une ville, belle ville, où il y a 4000 personnes. Il y a quelques policiers non-juifs qui viennent voilà, travailler, c'est tout. C'est incroyable. Allons-y. Alors ça, c'est la belle synagogue grande. C'est une synagogue avec les tapis, parce qu'on produit les tapis. Les Juifs étaient très forts pas seulement dans le commerce, mais aussi dans l'artisanat. Les tapis
c'est quelque chose de là-bas. J'ai aussi des tapis de cette région et ce sont des tapis qui sont magnifiques. Et chaque fois quand on y va, on visite une coopérative féminine des femmes célibataires qui font des tapis. Et c'est une coopérative pour des femmes musulmanes, en général veuves ou divorcées, qui font des tapis. Et c'est une fantastique réalisation d'une amie qui a fondé ça encore à l'époque soviétique, qui continue, ou plutôt sa fille continue cette coopérative. On y va? Voilà. Alors voilà, c'est une des 8 synagogues, bâtiments qui ont survécu sur 13. Sur 13, il y avait une synagogue de Subotnik. On va en parler à la fin. Mais celle-là, c'est une synagogue qui a été transformée il y a un an en musée qui est, paraît-il, très intéressant et qui a été inauguré juste avant la pandémie il y a 12 mois, n'est-ce pas, février, il me semble, et je n'ai pas pu venir, j'étais invité par la communauté locale, mais j'étais avec un groupe en Éthiopie et je me suis dit, il faut que j'aille les voir le mois prochain. Et vous voyez, ça fait un an qu'on est en Zoom. Ça fait un an qu'on va fêter cette pandémie et c'est quelque chose qui est terrible parce qu'on ne peut pas trop bouger. Yoav? Pas grave, bientôt c'est Pessah. Oui, on va sortir. Et voilà, on va sortir. Alors ça, c'est une autre vallée, c'est une autre direction parce que je voulais vous faire une sorte de panorama de la vie juive locale. C'est toujours les juifs des montagnes, mais dans une ville ougous qui a deux communautés. Ici, vous voyez une des communautés qui est une très très belle synagogue avec la partie femmes en haut, avec une très très belle galerie. En bas, c'est très joli. Dans le judaïsme de juifs de montagne, on rentre comme dans le judaïsme ancien avec les pieds nus, n'est-ce pas? Parce que dans l'Orient, le judaïsme vient pas de Paris, mais le judaïsme vient de Jérusalem, de judaïsme profondément oriental. On ne porte pas de chaussures parce que ça symbolise la saleté dans le judaïsme azéri. Ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam, paraît-il, ne vient pas de Paris non plus. Dans l'islam, on enlève les chaussures pas parce que, tout simplement parce que c'est oriental, n'est-ce pas? Dans l'Orient, respect, c'est d'ailleurs quand vous rentrez dans les maisons privées, la même chose, vous enlevez les chaussures, n'est-ce pas? C'est un symbole de respect, de propreté. Et ça existe dans le judaïsme d'un juif de montagne, on enlève les chaussures. Et après, vous avez de magnifiques tapis, n'est-ce pas, qui sont très, très beaux et qui viennent de là-bas. On est dans un pays de tapis à 100%. On est à la source. Yoav? André, il y a une petite question. La ville qui habite 4000 juifs actuellement, c'est laquelle? Alors, c'est Krasnaya Sloboda, retenez en français ville rouge. D'accord? Alors, en azéri, on dit Kirmizi Kesebe, et c'est une ville qui se trouve à côté de Kuba, qui se trouve à la frontière avec la Fédération russe, dans les Grands Caucases, à la frontière, à 20 km, n'est-ce pas, ou 30 km. Et c'est là-bas, si vous voulez, qu'on trouve oui, Nimazim. Nimaz, c'est synagogue en langue locale, en langue judéo-tate. D'accord? Alors, 4000 personnes qui vivent dans ces petites villes, n'est-ce pas, à côté de Cuba, des gens parfois milliardaires, parfois très pauvres. Non, c'est comme ça le monde juif. Mhm. Il y a des pauvres et des riches. Ça, c'est une belle fontaine qui est devant l'autre synagogue. L'autre synagogue, je vous ai dit que dans ces villages, parce que c'est un petit village, il y a deux synagogues. Et c'est toujours la même communauté de juifs des montagnes, mais ils parlent un tout petit peu un dialecte un tout petit peu différent. On y va? Alors ici, ma ville chérie,
très très belle que j'aime beaucoup, c'est Shaki. Shaki est à peu près 50 kilomètres plus loin, vers la frontière géorgienne. Et c'est vraiment dans les coins des trois frontières entre l'Azerbaïdjan, la Géorgie et Daghestan, la fédération russe. Et ici, on a un très bel exemple d'une étape de caravane des gens qui s'arrêtaient ici, changeaient de chevaux. Alors, vous voyez, en général, en haut, il y avait la place pour les gens qui dormaient. C'était une sorte d'hôtel, n'est-ce pas? Et en bas, il y avait le magasin où on exposait la marchandise. Alors, il y avait plein d'activités autour qui tournaient avec les caravanes. Surtout, il y avait des imams, les mosquées, il y avait la place pour les chrétiens, pour les juifs. Il y avait aussi des prostituées qui accompagnaient cette vie de caravanière. Alors, je vous ai dit que et surtout les familles qui travaillaient pour nourrir les chameaux et les chevaux, n'est-ce pas? Il y avait beaucoup de paysans locaux qui louaient des pâturages. C'était une activité aussi très importante. Mais Sheki, c'est une ville formidable qui est connue pour les thés noirs et surtout pour la halva locale. Sheki est la meilleure en Azerbaïdjan. Il ne faut pas être diabète. Alors, si on parle de la halva, on parle du Karachai et samovar, qui est un symbole d'Azerbaïdjan. C'est un produit typique d'Azerbaïdjan qui a conquis les cœurs des juifs russes et de la Russie, même de l'aristocratie, n'est-ce pas, à tel point qu'ils ont donné les noms russes à cet objet. Et samovar, ça veut dire auto-cuiseur, n'est-ce pas? Auto-cuiseur, samovar. Et ce mot russe est revenu en boomerang en Azerbaïdjan. Alors aujourd'hui, on utilise le mot russe, samovar, pour appeler samovar, parce que ça fait partie un tout petit peu du monde russe, soviétique aussi. Alors, c'est une tradition, comme je vous ai expliqué avant, de passer Shabbat autour d'un samovar qui reste toujours chaud et boire le thé à volonté. Ici, c'est un village qui est pas très loin d'une ville qui s'appelle Kabbalah. C'est une drôle d'appellation, mais il y a une très belle ville qui a beaucoup de complexes olympiques, qui a donné beaucoup de champions à l'époque soviétique. Et à peu près à 2 heures de jeep, je loue des jeeps pour monter en haut, on arrive dans un village qui est coupé du monde en hiver. C'est un village des montagnes, de hautes montagnes. On est dans le Caucase, au Caucase, n'est-ce pas? Et ici, on est dans une communauté très intéressante parce que c'est une communauté qui parle tat, comme les juifs, mais qui sont musulmans. Alors ça, je me suis posé toujours la question pourquoi ce village est musulman chiite qui parle la même langue que les juifs sont hébraïsme, n'est-ce pas? Et pour les juifs, c'est clair et net, ce sont des juifs qui se sont convertis à l'islam. Et mon rêve, c'est de faire une recherche, malheureusement, je n'ai pas de moyens et de temps, n'est-ce pas, de faire une recherche sur les pratiques maranistes, maranes dans ces villages musulmans, parce qu'il y a des choses très étonnantes avec Chabès et tout ça. Et je suis certain aussi, comme tous mes amis juifs, sociologues, que ce sont des juifs qui se sont convertis entre 13e et 15e siècle à l'islam. Alors, c'est une idée que j'évoque un tout petit peu à titre personnel. Ne dites pas à personne, ce sont des choses, si vous voulez, qu'on ne sait pas. Mais pour les juifs, du point de vue juif, il est évident que d'ailleurs, ils le disent aussi, n'est-ce pas, qu'on est venu ensemble avec les Juifs. Alors je dis oui, mais est-ce que vous étiez juif ou pas? Ouais, on ne sait pas, on ne sait pas. Alors si vous voulez, il y a beaucoup de choses à faire. C'est un village qui est pas du tout connu, n'est-ce pas? C'est le fruit de ma recherche. J'ai des contacts incroyables avec des gens qui se reconnaissent juifs et qui sont plutôt je dirais, musulmans ou laïcs d'origine musulmane. Ils étaient aussi très communistes. C'est un village très communiste qui a donné un astronaute, j'ai oublié son nom,
Akhmadov, je pense, très connu, soviétique. Alors, voilà un village d'artisanat qui est connu aussi, comme tous les juifs, pour le travail de cuivre et les tapis. Alors, on voit la rue principale. Alors ici, on va descendre de ce Haut-Caucase parce qu'on était dans un village très marqué et on va descendre vers Kabbalah et on va aller dans un village Ivanovka. Alors ici, je vous ai préparé une petite surprise qui peut-être vous fera un tout petit peu plaisir ou peut-être mal, ça dépend. Je vais vous parler de Molokan qui était une communauté judaïsante russe qui aujourd'hui est présente en Russie, mais aussi en Azerbaïdjan et aussi en Arménie. En Arménie, ils habitent dans un village qu'on visite aussi avec nos groupes qui s'appelle Fioletovo, à Sevan. Et ils sont aussi présents en Sibérie et Caucase. Pourquoi Sibérie? Parce qu'on les envoyait au diable, n'est-ce pas? Et Caucase parce que c'était la ligne du front avec l'Empire ottoman et on voulait se débarrasser. Les tsaristes, les tsars les envoyaient en punition dans les Caucases. Bref, cette communauté a survécu. C'est une communauté fondée par Shimon Dalmatov. On est en 1550 sous Ivan le Terrible, les tsars qui persécutent ces chrétiens judaïsants. Mais pendant des siècles, ils ont survécu avec sous différentes identités. Skakuni, ça veut dire les gens qui sautent, un tout petit peu comme les chassides, Vodianiens, Postoyaniens. Bref, il y avait ces chrétiens qui étaient des Russes, paysans, qui se sont convertis petit à petit au judaïsme pour devenir subotnikim, les subotniks, des gens très, très pieux, très juifs, qui étaient dans les premières vagues du sionisme, première vague de Aliot, n'est-ce pas, au 19e siècle. Il partait parmi eux Joseph Trumpeldor, que tu connais, et beaucoup, beaucoup de gens très, très connus. Alors, on les appelle Gerim, Gere en russe. Gerim, ça veut dire les convertis, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, ils se sont absolument fondus avec le monde juif. Alors ici, on visite ces villages qui est une étape incroyable de relations entre les Juifs et les Russes. Alors, je répète, la communauté s'appelle Molokane, ça vient du mot lait, Mawoko. Moloch, ça veut dire, Molokane, ça veut dire celui qui boit du lait. C'est une référence par rapport à la cache-route, qu'ils ne mangent pas de porc, pas de viande, et qui ne mélangent pas avec le lait. Et voilà, on les appelait Molokane. Et la partie la plus judaïsante de cette communauté, ce sont des sous-botniks. En russe, ça veut dire ceux qui fêtent Shabbos, qui fêtent Subota. Ça veut dire la légende de samedi. On y va, Yoav? Alors voilà cette belle image de Ivanovka qui est un haut lieu de Molokan. Et vous voyez le massif du Haut-Caucase qui est magnifique avec la neige. C'est une photo du printemps avec cette neige éternelle du Haut-Caucase. Et on était dans la montagne en haut, Lachitch. Alors ici, encore quelques traces de Ivanovka. Ivanovka, qu'est-ce qui s'est passé avec ces Molokanes à l'époque communiste? Ils sont devenus des grands communistes. Il y a toujours un kolkhoz, n'est-ce pas, une coopérative. Et pour tous les Israéliens qui voyagent avec Valiska, ils disent, mais écoute, je me sens comme en Israël dans les années 50, dans un kibbutz. Et c'est vrai, il y a des maisonnettes, tout le monde gagne le même salaire. À côté, ils font du miel, du fromage. Les tuyaux jaunes que vous voyez, c'est les gaz. Ils passent en aérien pour détecter les branchements illégaux. Mais il n'y en a pas ici parce que ce sont des gens avec une très, très forte éthique juive qui a été remplacée par une éthique communiste. Et je dirais, il n'y a pas de branchements illégaux ici. On y va, Yoav? Et petit à petit, on va arriver à la fin avec cette fête des droits des femmes. On retourne à Bakou. Je vais vite répondre à quelques questions qui restent, si on a encore le temps.
Mais avant de terminer, on va voir quelques images de l'initiative que je proposais de cette délégation multiconfessionnelle qui est venue à Strasbourg. Alors, tu peux tourner peut-être la page. Alors ici, on voit les patriarches de l'Église orthodoxe d'Azerbaïdjan. À droite, vous voyez mon ami Melich Yevdayev, qui est président de la communauté des Juifs de montagne. Derrière lui, Régine Waxman, qui est présidente de Valiske. Et la dame qui est avec le foulard noir, c'est la vice-présidente des musulmans du Caucase. Malheureusement, j'ai oublié son nom, une grande dame. Et la photo a été prise à la grande synagogue de la paix à Strasbourg lors de la visite de la grande synagogue gérée, invitée par le président Messier Lévy, qui nous a montré la synagogue. Ici, c'est toute la délégation interconfessionnelle que je fais venir à Strasbourg, aux institutions européennes. Et ici, je pense, devant la région d'Alsace, n'est-ce pas? Là, c'est oui, c'est la région. C'est la région d'Alsace avec le président, avec beaucoup de personnalités locales et la communauté qui a passé chez nous 3-4 jours en Alsace et 3-4 jours à Paris. Et voilà le président de la communauté juive de Strasbourg, M. Lévy, qui montre le Sefer Torah au président Melich Yevdayev, un très beau geste, très très belle image qui me reste en mémoire. Ça, c'est la synagogue de Rambam. Ça, c'est la synagogue de Rambam à Strasbourg. Voilà. Et un des repas, c'est pas chez moi, parce que je fais venir tout le monde chez moi, mais ça, c'est dans un restaurant, Weinstube, alsacienne, et vous voyez tous les leaders, n'est-ce pas, de plusieurs confessions qui mangent pas choucroute, malheureusement, c'était pas possible ni pour les juifs, ni pour les musulmans, mais je dirais on a mangé à Bouxwiller à l'occasion d'une grande fête au musée juif alsacien, au musée judo-alsacien à Bouxwiller, où j'ai organisé des rencontres de spectacles et aussi une exposition. C'était en 2015, juste avant Rosh Hashanah, en septembre 2015. Alors, voilà. On va garder quand même quelques minutes. On a beaucoup de réactions, de questions. J'imagine. Alors, Très rapidement, Yoav, je porte le chapeau de juif de montagne. C'est en astrakhan, d'accord? C'est en karakou, on dit, c'est un mot yiddish aussi. Il faut dire que Azerbaïdjan faisait partie du même État que la Pologne, l'Empire russe, n'est-ce pas? Et il y a eu beaucoup d'échanges entre les Juifs azeris en Pologne. Je connais deux villes, Krynki, à côté de Białystok, et une ville polonaise qui se trouve aujourd'hui en Ukraine, Zolkiev, qui sont connus pour le travail de fourrure. Et là-bas, il y avait des colonies beaucoup de minyan, carrément, de juifs de montagne. D'accord. André, Oui. c'est Claudie. Moi aussi. J'ai mis même ce que j'avais ramené du village. Tu as vu? Oui. Voilà, je suis très contente de te montrer ça. Merci. Mes petites filles s'amusent beaucoup avec ça. Oui, mais Purim, feuille finie. Oui, je sais, mais ça fait rien. C'est pas grave. Voilà, ça me faisait plaisir de te dire ça. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un aimerait poser des questions ou des réactions? Parce qu'on avait beaucoup de textes, de SMS. Alors, peut-être tu lis. Ah, il y a énormément. Peut-être on laisse la personne qui a écrit ou qui aimerait demander. Alors là, il y a... C'est qui le iPad de Jean qui demande à parler? Non. Oui, bonjour. Voilà.
Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Moi, je suis Elnara, je suis azerbaïdjanaise, vous avez bien compris. Et j'ai beaucoup aimé votre présentation et je vous en remercie infiniment. En plus, je viens de... En fait, je viens d'Ismaïli. Vous avez parlé de Lahıç, Ivanovka, c'est pas Gabala, c'est Ismaïli, c'est ma ville natale. Et j'ai vécu avec les Juifs. Vous venez d'Ismaïli? Oui, oui, je viens d'Ismaïli, mais ça fait 20 ans que j'habite à Strasbourg et je suis interprète assermentée expert judiciaire. Est-ce que vous connaissez certainement votre ami qui est médecin pédiatre? Oui. Qui vient de... En fait, la communauté azerbaïdjanaise, c'est une communauté qui est arrivée en France depuis la chute de l'Union soviétique avec les échanges universitaires, tout ça. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, je viens d'Ismaïli et j'ai vécu avec les Juifs. Tout simplement, en Azerbaïdjan, on ne parlait jamais de la religion et on était citoyens, on est toujours les Azerbaïdjanais, les Juifs, les chrétiens, les Arméniens, même s'ils sont en guerre avec nous. On n'a pas ce problème-là, enfin tous ces problèmes-là avec les religions, tout ça, on a appris en France malheureusement. Et moi, Oui. j'ai toujours en contact avec mes amis juifs, ils font partie de moi, de ma culture, vous voyez, et ils font partie de la culture azerbaïdjanaise, j'ai envie de dire, et je ne veux pas quand on les divise, ils font partie de nous, de l'Azerbaïdjan, et nous sommes fiers d'avoir... comme Krasnaya Sloboda, comme Gouba. Et à Ismaïli, vous avez oublié de souligner, à Ismaïli, on avait beaucoup de juifs. Je connais la synagogue à Ismaïli. Si vous voulez, je prends toujours le jeep pour aller à Lahıç, à Ismaïli. Parce que Ismaïli est bien localisé pour aller à Ivanovka et ensuite à Lahıç. Et je prends des jeeps pour monter dans la montagne. Et je connais plusieurs juifs, je connais la synagogue, je connais le cimetière juif à Ismaïli. C'est une ville très, très, très intéressante. Très. Exactement. Et n'oubliez pas, il y a juste à côté un village de Udine, Tamtoje Udine. Aussi. Oui, et après je vois que vous connaissez très, très bien Azerbaïdjan. Oui, mais c'est mon pays. C'est tout, c'est mon pays. Et après, en fait, on a à peu près 30 000 juifs. On en avait à peu plus de 100 000, mais après, avec la chute de l'Union soviétique et la guerre de Karabakh, vous savez bien, quand on a les Arméniens, à l'aide des Russes, bien sûr, ils ont commencé à nous attaquer. On a eu 750 000 déplacés internes. Du Karabakh. Karabakh, je répète toujours parce que vous n'avez pas souligné, ce sont des territoires internationalement reconnus, même par la France, des territoires azerbaïdjanais. Tout simplement, dans ce petit territoire, il y avait toutes les minorités. Et parmi les expulsés, il y avait des juifs aussi, pour vous dire qu'ils ont vécu tous ces malheurs avec nous, avec tous les Azerbaïdjanais qui habitaient là-bas. Et c'est pour ça, après, ils ont commencé à quitter l'Azerbaïdjan, les Juifs de l'Azerbaïdjan, suite à l'éclatement de l'Union soviétique et plus la guerre du premier Karabakh. Et sinon, les autres qui restent, qui habitent toujours, je pense qu'ils ont même heureux avec le climat qu'il fait à Gouba et à Krasnaya Sloboda. Et c'est un paysage magnifique. Et sinon, vous avez parlé d'antisémitisme. J'aime pas quand on compare antisémitisme et en disant que l'antisémitisme n'existe pas en Arménie, en Azerbaïdjan. Franchement, ça n'a rien à voir. Nous, on n'a jamais eu ce problème-là. Et pour vous rappeler, il n'y a même pas un mois, le mémorial de Shoah a été profané à Erevan. Et ça fait des 10e fois. Et le criminel de nazi Nijde, les Arméniens, ils ont érigé plusieurs monuments, même actuellement dans des territoires occupés. Nous, on a révolté en tant qu'Azerbaïdjanais, et vous pouvez trouver mes tweets aussi sur Internet, justement en disant que ça ne se fait pas, et surtout, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes en Azerbaïdjan. Je comprends. Voilà. J'essaie de voir. L'antisémitisme en Azerbaïdjan, on n'a jamais eu. Et j'aime pas quand on fait ces comparaisons parce que ni avec les Juifs, ni avec les autres communautés, on n'a pas. Et moi, j'ai des arrière-grand-mères juifs aussi, vous voyez.
on n'a jamais parlé de ça. On fait partie de l'Azerbaïdjan, comme on faisait partie à l'époque de l'Union soviétique. Maintenant, on fait partie de l'Azerbaïdjan. C'est la culture azerbaïdjanaise. Et voilà, nous sommes très contentes et très fiers d'avoir toutes ces cultures et toutes ces religions en Azerbaïdjan. Et on vit vraiment en bonne entente et on parle jamais, on sépare jamais les gens pour leur couleur ou pour leur religion. Vous voyez, nous sommes des Azerbaïdjanais, tout simplement, juifs ou pas. Bon. Merci, merci. On a découvert où est le Sarah. paradis. Hein? Voilà, merci en tout cas. Merci beaucoup à vous. Merci. Sarah. Teşekkür. André, et je pense, je suis désolé, mais je pense qu'il faut qu'on termine là. Même si on Oui, je pense que c'est une belle conclusion. C'est une belle conclusion parce que seulement la paix, l'ouverture, la tolérance, ce sont des signes pour l'avenir, n'est-ce pas? Je pense que vous avez fait une très, très belle conclusion. Je vous remercie pour ce mot. Il faut rester absolument positif. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de confiance dans l'avenir. Les deux pays que j'adore, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, vont vivre ensemble dans l'harmonie. J'espère que ce n'est pas seulement l'Union soviétique qui est nécessaire, n'est-ce pas, pour la coexistence pacifique. Il faut tourner la page, il faut aller en avant. Je souhaite à tous mes amis en Arménie et en Azerbaïdjan la vie prospère dans la paix. Merci encore pour passer le temps en voyage avec toi. Merci. Oui, il faut qu'on parte pour une autre destination avec toi. Et il faut peut-être que tu demandes à Yoika pour aborder cette destination, les Juifs en Argentine, les Juifs au Cuba, etc. On a beaucoup de choses à voyager. Voilà. Et j'espère qu'on va voyager physiquement bientôt. Bientôt. Alors, dans ton valise. Un grand merci et à bientôt.